Dernière partie, les amis, de notre émission. C'est Monique Dagneau qui est avec nous. Bonjour Monique Dagneau. Bonjour. Vous êtes sociologue. On va donc parler de ce bouquin Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France. Monique, alors, génération, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, c'est une étude sociologique. Tout à fait. Sur ces 20%, mais ces 20%, ils étaient... Enfin, justement, est-ce que cette proportion de surdiplômés, c'est ma première question, se rétrécit ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, il y a 40 ans, ça aurait été les 40% qui transforment la France, ce qui voudrait dire que dans 10 ou 20 ans, ce sera peut-être les 15, voire les 10% qui transforment la France, ou est-ce que c'est relativement stable, à votre avis ? Mais c'est absolument pas stable. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de diplômés et de plus en plus de hauts diplômés. Au début des années 80, vous aviez à peu près 20-25% des gens qui passaient le bac. Aujourd'hui, vous en avez 80%. Et ensuite, il y en a une partie qui... C'est à ce point-là, Monique, au début des années 80, oui, il y avait 25% d'une classe d'âge. C'est le bac, oui. Alors ensuite, il y a le bac technologique, le bac pro, des nouveaux bacs ont été installés. Mais en même temps, oui, il n'y avait pas beaucoup de gens qui passaient le bac. Donc ensuite, pas beaucoup qui allaient faire des études supérieures. Tout à fait. Aujourd'hui, si on prend le chiffre d'aujourd'hui, vous avez donc 80% qui passent le bac, environ 62% d'une classe d'âge, donc des vingtenaires, qui vont faire des études supérieures. Après avoir fait des études supérieures qui peuvent être longues ou courtes, vous en avez 45% qui obtiennent un diplôme d'études supérieures, y compris avec les écoles grandes ou petites. Et ensuite, ceux qui font un bac plus 5 ou école, c'est 20%. Donc 45% qui font une filière courte et 20% qui font une filière longue. Et alors, donc il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant, mais alors transforme la France, parce que au cœur de cette génération surdiplômée, on avait l'habitude de décrire une forme de malaise, en ce que justement leur activité était, parce qu'ils étaient de plus en plus nombreux, pas toujours en rapport avec la qualité de leur diplôme, et que justement ils n'avaient pas les leviers de transformation. Comment est-ce qu'elle se répartit justement cette génération, Monique ? Voilà. Alors, en fait, c'est même pas 20%, c'est plutôt 23% qui ont un bac plus 5 ou plus. Nous, on a pris 20% parce qu'il y a énormément d'études américaines qui parlent des 20% de très, très fortement diplômés. Ouais. Et que c'est vrai qu'il y a une partie des diplômes, des masters qui ont une employabilité plutôt modeste. Donc, nous, on a pris 20%. Ensuite, dans ces 20%, vous en avez qui ont des diplômes, disons, plus prestigieux, si vous prenez des gens qui font des grandes écoles ou des écoles d'ingénieurs. Et puis, vous en avez d'autres qui font, par exemple, des masters de lettres, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc, du coup, ils ont un diplôme moins prestigieux. Mais au total, si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez aller travailler dans un poste de cadre, dans une entreprise, dans l'univers associatif, dans l'univers politique, dans l'univers administratif, il faut avoir bac plus 5 ou plus. Donc de toute façon, alors ensuite, est-ce qu'ils transforment ? Ça, c'est tout un débat. Mais disons, c'est au sein de ces 20%, en tout cas, qu'il y a cette capacité à la fois transformatrice, de direction, d'innovation. Et le livre, l'enquête que nous avons faite, elle est avec Jean-Laurent Cassely, elle est beaucoup axée sur l'univers de l'innovation, les consultants en innovation et les start-upers. Ça ne constitue pas l'essentiel des 20%. Les 20%, vous avez des gens qui ont des professions anciennes, des cadres de la production, vous avez des médecins, vous avez des avocats, vous avez des gens qui travaillent dans l'enseignement, et puis vous avez une partie qui est plus du côté des nouveaux métiers. Alors c'est ça, avec la transition numérique, il y a toute une floraison de nouveaux métiers qui sont apparus, aussi bien dans le domaine technologique, des ingénieurs spécialistes des data, du cryptage, des réseaux. Et puis, vous avez des nouvelles professions qui sont designers, qui travaillent dans le social, managers, mais dans le secteur du numérique. Je reviens sur l'un des éléments. Vous commencez d'ailleurs par là. Et vous dites, en gros, cette fracture, c'est 20% contre les 80%. Alors, je vais peut-être un peu plus loin que vous, mais elle est en fait presque plus grave. Et vous venez de dire pourquoi. Parce que c'est eux qui ont en fait effet. Tous n'ont pas les leviers, mais si vous voulez avoir les leviers, il faut faire partie de ces 20%. Et vous dites que c'est presque plus grave en fait que les 1% les plus riches. Que ce fameux slogan des 1% les plus riches. Alors, bon, c'est une façon d'entrer en matière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clivages dans notre société. Bon, il y a un clivage qu'on a beaucoup monté en politique, c'est les 1% qui détiennent à la fois des grandes richesses, des leviers de pouvoir,
contre les 99%. C'est Occupy Wall Street, c'est le mouvement qui s'est développé aux États-Unis en 2011. Et aujourd'hui, il y a un slogan percutant, c'est les 1% très 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 riches contre les 99%. Ok, c'est un clivage. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y a pas dans les 1% de gens de plus en plus riches, puisqu'il y a un développement assez exponentiel de la richesse à partir des 1%, même un petit peu plus haut. Oui, c'est même le 0,1. Oui, 0,1, exactement. Voilà, exactement. Mais par contre, les 20%, ils constituent quand même un clivage, qui est un clivage plus culturel, beaucoup plus culturel qu'économique. Et donc, c'est une autre façon de regarder la société d'aujourd'hui, avec cette montée du niveau de diplôme. Et donc, d'un côté, vous avez effectivement les gens qui, parce qu'ils sont dans ces 20%, qui ont un bon diplôme, vont avoir une certaine liberté d'action, une certaine liberté de choix dans le secteur où ils veulent travailler, comment ils veulent travailler, etc. Et puis, vous avez d'autres qui sont moins fortunés, dans lesquels qui auront beaucoup plus de difficultés à rentrer dans le monde économique, dans l'insertion professionnelle. Et donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est aussi quand vous êtes dans les 20%, vous avez fait des études longues. Moi, je pars du principe, je l'ai beaucoup étudié, c'est que des études longues, c'est un sas initiatique. Pendant un certain nombre d'années, vous allez évidemment beaucoup travailler, beaucoup accumuler de connaissances, mais les campus ou les grandes écoles, ce sont des lieux aussi de sociabilité, d'opportunités culturelles, d'opportunités pour voyager. Et donc, pendant ces 5 ans ou plus, vous allez pouvoir finalement un peu maturer votre vie, ce que vous voulez faire, vous réorienter. J'ajoute un élément, on vient d'en parler d'ailleurs avec l'invité précédent. Dans un monde où on sait que, alors on appelle ça en RH la demi-vie des compétences. En gros, tous les 5 à 10 ans, il faut renouveler fondamentalement votre stock de compétences, avoir appris à travailler. C'est un acquis considérable finalement. Alors, c'est vrai que ces 20% aussi, dans leur formation, ils vont acquérir une certaine flexibilité, une capacité à faire de la veille sur ce qui est nouveau, à saisir les opportunités. Et donc, c'est pour ça que je dis vraiment, ces études longues, c'est aussi un moment de maturation personnelle, de projection, évidemment, où on apprend énormément de choses. Et donc, du coup, ces gens qui ont pu faire cette expérience, d'une certaine façon, à 20 ans, ils vont un peu se séparer du reste des autres qui sont obligés finalement, qui n'auront pas eu ces années-là pour maturer, qui seront obligés finalement d'être moins exigeants peut-être en termes d'emploi. Tout à fait. Et qui pourront moins se projeter. Alors, il y a un élément intéressant, Monique, c'est que c'est une classe en fait on peut parler d'une classe, je crois, très hétérogène, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sauf sur un point. Vous l'écrivez comme ça, c'est énorme investissement dans la parentalité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement conscients des atouts de leurs études qu'ils investissent énormément pour que leurs enfants bénéficient des mêmes avantages. Alors, eux-mêmes ont déjà bénéficié par leur famille d'un support, notamment culturel, d'un accompagnement culturel très important. Donc, ils en sont extrêmement conscients. Et d'ailleurs, ils disent, nous, on a eu de la chance de pouvoir bénéficier d'un tel contexte. Ils ne sont pas du tout du genre, tout m'est tombé du ciel, c'est grâce à mes efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts, mais en même temps, ils ont un peu nourri à la sève bourdieusienne, c'est-à-dire ils savent très bien que les très bons élèves, souvent, ont été fortement accompagnés par leur milieu, et ils le disent tout à fait volontiers. Mais ça veut dire que pour rentrer dans cette classe, c'est aujourd'hui très très difficile. Si vous n'en faites pas partie, si vos parents n'en ont pas fait partie, alors elle vous est fermée aujourd'hui ? Alors les personnes qui arrivent à effectivement passer ces obstacles et à rentrer en étant par exemple d'origine populaire ou d'origine petite classe moyenne dans ces études-là, en général, ils les désignent comme un parcours dans lequel il a fallu totalement se défoncer et même qui tient, je dirais, d'une contingence heureuse. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose il y a un contexte qui leur a permis finalement de franchir ces obstacles. Je prends un exemple d'un livre que récemment, la jeune fille qui est d'origine populaire et d'ailleurs d'origine étrangère dit « J'avais de la chance parce que j'étais fille unique et j'avais une chambre pour travailler ».
ce qui est souvent pas le cas dans les milieux populaires. Truc de dingue, absolument. Donc, on peut dire que souvent, il y a derrière tout ça, quand une personne arrive à franchir cet obstacle, il y a une contingence heureuse dont on a pu tirer parti. Ou des capacités exceptionnelles quand même. Voilà. Aussi il y a des athlètes de haut niveau des études, heureusement. Voilà. Tout à fait. Il y a des athlètes intellectuellement préparés, sans doute, mais aussi qui ont des athlètes de l'effort. C'est-à-dire pour franchir tous ces obstacles. Quand vous faites bac plus 5 ou même une grande école, vous avez passé des centaines d'examens, étalés sur plusieurs années. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez dû vous remotiver, préparer, etc. Donc il y a aussi des champions de l'effort intellectuel. Puisque c'est l'un des éléments du moment pour Emmanuel Macron, parce qu'on va y aller quand même un petit peu sur la politique, quand il justement insiste sur le côté égalité des chances, quand une de ses premières décisions de président de la République, on l'a un peu oublié maintenant, c'est le dédoublement des classes CP-CE1. Il essaye de faire quelque chose pour que cet archipel ne soit pas trop éloigné de l'ensemble de la population ? Sûrement que l'idée de dédoubler les classes, c'est une bonne idée parce que, en fait, ce parcours du combattant qui vous amène à 25 ans à avoir un très bon diplôme, il commence dès la maternelle. Donc c'est normal qu'on puisse essayer de soutenir les enfants qui, justement, vont éventuellement pouvoir grimper dans l'échelle sociale par le biais de l'école. Donc ça, c'est très juste. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que depuis des années, on essaye de mettre en place des processus de discrimination positive pour aider les jeunes à rentrer dans ces écoles. Et que, alors peut-être c'était pas suffisant, mais c'est aussi parce que le parcours à accomplir est très 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 difficile. Ces politiques de discrimination positive, elles n'ont eu vraiment des effets qu'à la marge. Et dire tout le monde le reconnaît, y compris les écoles comme Sciences Po, comme Polytechnique, qui ont mis en place des dispositifs divers entre des bourses, des écoles préparatoires, des classes préparatoires, du tutorat, etc. Mais c'est un effort tellement gigantesque que pour le moment, les fruits portés sont vraiment très limités. Alors, 3 minutes quand même, un mot de politique, parce que, et c'est vrai qu'au départ, quand je regardais votre bouquin, je me dis ça, c'est les bataillons de Macron, en fait. Eh bien non, pas du tout. Vous parlez d'ailleurs parfois, j'aime beaucoup ce terme d'alter-élite, c'est-à-dire qu'ils vont absolument dans tous les sens. Et alors, je lis quand même parce que... dans mon esprit, c'est un cliché, mais en même temps, vous décrivez exactement ce qu'on peut penser aujourd'hui de ces jeunes surdiplômés. Donc, c'est Oleg, fondateur de plusieurs startups. J'espère, le terreau profond de ceux qui regardent Bismart. J'ai toujours voté à gauche, et là j'hésite entre la gauche et la République en marche. Je suis à fond pour payer mes impôts, payer des droits de succession. Sur l'entreprise, par contre, j'ai intérêt à avoir une réflexion saine sur le cadre juridique et les méfaits de l'instabilité juridique. Mon sentiment par rapport à la société française, je me sens extrêmement positif et optimiste. Tout ce qui ressemble à du défaitisme, du repli sur soi, je ne comprends pas. Les élites ont souvent une culpabilité face à leur réussite. Mon père n'avait pas un rond. Un peu ce que vous disiez, hein, il y a toujours cette idée que quand même j'y suis arrivé. Mon père n'avait pas un rond. J'ai l'impression que tout le monde peut y arriver. Mes parents ont réussi grâce à l'école républicaine. J'ai des amis qui viennent de tous les milieux sociaux. Je me sens aussi la nécessité de refuser le repli identitaire. Bon voilà, ça veut dire que c'est quand même des gens qui réfléchissent énormément. Absolument, mais ils ont été portés à le faire, en tout cas, pendant de longues années, au cours de leurs études. Oui, mais qui sont témoins de l'explosion, en fait, de l'offre politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression, Monique, si on termine là-dessus. Alors, si on termine sur le... D'abord, c'est... 2 minutes, hein. Cette population, les personnes que nous avons interrogées, je précise, elles avaient entre 25 et 40 ans. C'est une étude générationnelle, hein. Et donc, ils avaient, pour la plupart... Enfin, une grande partie d'entre eux avaient voté Macron en 2017, d'autres à gauche... et un petit peu d'autres, même à l'extrême gauche, absolument, et le Parti écologiste. Donc, c'est quand même la base de Macron en 2017, mais y compris pour les enseignants. Il avait véritablement une base. Alors, la droite ne séduit strictement pas cet univers-là, ne séduit pas du tout ces jeunes, et encore moins, évidemment, le Front National. Alors ensuite, ils se projettent quand même, alors je ne sais pas ce qu'ils feront aux prochaines élections, mais ils se projettent quand même plutôt vers le centre-gauche ou la gauche, même l'extrême-gauche, parce que vous avez une partie d'entre eux
qui se sentent déclassés parce qu'ils ont fait de longues études et ils ont un salaire qui est quand même très modeste à l'aune de ces études, un mode de vie relativement modeste. Donc une partie d'entre eux se sentent déclassés, c'est sûr, et voteront peut-être pour des partis radicaux. Et tous, absolument tous, ils sont portés par la fibre écologiste, mais bon, ça ne se traduit pas nécessairement par un vote pour le parti écologiste. Mais tous ont quand même, dans leur mode de vie, leur vision de la société, leur vision du monde, leur projection, l'idéal écologiste, c'est-à-dire un mode de vie plus frugal, et aussi, d'une certaine façon, plus égalitaire, plus de gauche. Merci Monique Dagneau, merci beaucoup. Donc Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France, c'est aux éditions Odile Jacob. Et nous, les amis, on se retrouve demain.